Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Vaincre les obstacles liés à l'éducation des filles au Burkina Faso. C'est le titre de l'ouvrage que je vous présente ce soir. Il s'agit d'une thèse, un travail de réflexion qui examine la place de la scolarisation des filles au Burkina Faso et précise la contribution de l'Église évangélique, celle des Assemblées de Dieu et des ONG comme l'AE2 et le Credo. Son auteur, Dr Philippe Ouédraogo. Dr Philippe Ouédraogo, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir partager le contenu de votre travail avec nous, mais aussi avec les téléspectateurs. Votre approche dans votre ouvrage est innovante en ce qu'elle est fondée sur l'utilisation des langues maternelles et dans le cas du Burkina Faso, les langues nationales comme le moré. Ici, la langue est utilisée comme une passerelle entre l'éducation non formelle et l'éducation formelle, ce qui a l'avantage d'accélérer l'éducation des filles, l'alphabétisation et leur participation au développement tout court. Votre méthode, on va le voir, est unique au Burkina Faso. Dites-nous, d'abord, docteur Philippe Ouédraogo, vous avez un parcours assez atypique qui vous a permis de pouvoir nous élaborer cette thèse. Ce parcours, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité de partager avec le Burkina Faso et les autres personnes qui vont suivre cette émission de la recherche que Dieu nous a permis de mener. En effet, comme vous le dites, mon parcours, je suis un fils de paysan, de cultivateur. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à l'école primaire à 12 km de mon village. Et après cela, bon, je n'ai pas eu l'opportunité de faire le second cycle ou le post-primaire, comme on le dit aujourd'hui. Bien que mon papa ait pédalé à 600 km pour essayer de m'inscrire. Donc, par la suite, Dieu m'a conduit à suivre des écoles bibliques au Burkina Faso et ailleurs à l'étranger. Et plus tard, donc, dans la réflexion, on s'est rendu compte de cet état, de cette problématique, et dans l'Église et dans la société. Et j'ai donc demandé à Dieu de m'aider de faire la recherche pour apporter une contribution à la vie nationale. Et donc, votre parcours, je l'ai dit, est atypique. Vous avez arrêté les études au niveau du CEP, si on peut le dire ainsi. Correct. Mais par la suite, vous êtes docteur. Oui, bon, ça, c'est la passerelle qui est justifiée aussi dans notre loi d'orientation. Et pour dire que, bon, pour tout citoyen burkinabé, il y a cette possibilité-là. Si on ne peut pas échelonner au niveau du système de l'État, il y a le système privé, il y a d'autres systèmes. Et pour mon cas, effectivement, j'ai utilisé la passerelle pour arriver à faire un doctorat, un PhD, qui est approuvé par le gouvernement britannique. Oui. Et donc, par l'institution académique en tant que telle. Certainement. Et donc, votre méthode, on va y revenir, c'est pour l'alphabétisation des femmes et des filles. Mais quelle est son originalité et le but sur lequel vous vous fondez? Nous disons au Burkina Faso qu'à près de 52% de notre population est féminine. Et dans nos églises aussi, nous avons une majorité féminine. Par contre, si nous constatons les statistiques au niveau national, on se rend compte que le groupe le moins alphabétisé ou éduqué, ce sont les filles et les femmes. Donc, il y a des raisons. C'est une problématique nationale. Et nous sommes aussi intéressés à l'éducation par l'alphabétisation. Et on voudrait vraiment vérifier pour savoir quel est l'obstacle et en quoi l'Église contribue pour que nous puissions aller à l'échelle, à la valeur de l'échelle, pour permettre à plusieurs personnes de bénéficier à une éducation de base et pouvoir s'insérer dans la société. Vous avez élaboré une méthode d'alphabétisation, d'enseignement. Parlez-nous-en. Cette méthode est spéciale. Bon, c'est une innovation, bien qu'on parle des langues nationales depuis très longtemps. Nous nous sommes rendus compte qu'en passant par les langues nationales, les enfants apprennent plus vite, même dans le cycle formel. Bien que dans notre système formel, les langues nationales ne sont pas valorisées dès le premier jour. L'enfant va à l'école et dès le premier trimestre, on commence à l'enseigner le français ou la langue donnée. Nous nous sommes rendus compte que, surtout dans l'alphabétisation, les femmes, les filles qui n'ont plus accès à l'école ont besoin d'être éduquées. Et bien sûr, dans leur langue nationale, nous avons commencé. Nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a des enfants qui sont âgés de 8, 9 à 10 ans, 11, 12 ans, qui n'ont pas eu accès d'aller à l'école comme nous autres dans le temps.
Et il fallait aussi leur donner une deuxième chance, si on peut le dire, une opportunité, puisque l'éducation, c'est un droit pour tout citoyen. Donc, à ce niveau, nous avons préféré utiliser la langue nationale. Et en utilisant la langue nationale, nous nous sommes rendus compte que le résultat est probant. Parce que, bon, au fait, étudier le français nous a été imposé, mais nous nous sommes rendus compte qu'on pourrait faire mieux en commençant par les langues nationales. Vous partez d'abord du principe de permettre à l'apprenant de déchiffrer, y compris dans sa langue nationale, et ensuite de pouvoir lire et écrire et de pouvoir comprendre le sens du message qu'il lit. Oui, l'utilisation de la langue nationale a plusieurs approches. Commençons par le nom formel où on fait l'alphabétisation. C'est codifié par l'État. Bien que l'Église ait commencé à faire l'alphabétisation, plus tard ça a été accepté. Nous avons l'alphabet, le nouvel alphabet, et que ce soit de l'Église, que ce soit en dehors de l'Église, l'alphabétisation se fait d'une façon fonctionnelle pour permettre aux femmes de maîtriser leur langue, de pouvoir lire, de comprendre et de contribuer à leur développement. Mais si on vient dans le système formel, la langue, comme je l'ai dit, la langue nationale n'était pas le premier point. Notre système nous dit qu'au CP1, il faut commencer à compter, à lire, à écrire, et en commençant par le français. Et bien sûr, tous les enfants qui rentrent au CP1, ce n'est pas tous ceux-là qui sortent au CM2, ce n'est pas ceux qui vont au poste primaire, ni au secondaire, ni à l'université. Donc, il y a beaucoup de pertes à ce niveau. On doit se poser la question pour savoir pourquoi on commence et on ne finit pas. Pourquoi est-ce que la langue qu'on apprend, qui est une langue de l'autre, qui n'est pas la langue de l'enfant, ne constitue pas un obstacle? Mais il faut bien se poser cette question pour réviser la situation et pouvoir aussi décoller avec un nouveau pas. Votre méthode est fondée sur le fait d'abord qu'on ne calque pas ce qu'on a déjà comme postulat avec l'enseignement occidental, mais qu'on va sur les réalités qui sont les nôtres. Oui, bon, c'est vrai. On a hérité de quelque chose qu'il faut évaluer. Il faut en ce moment être courageux et prendre des dispositions. Si nous sommes listés, le Burkina Faso, en bas de l'échelle, au niveau de l'indice de développement humain des Nations Unies, il y a des facteurs. Et un des facteurs primordiaux, c'est le fait que le taux d'alphabétisation est très bas. Et bon, bien sûr, c'est parce qu'il y a un problème. Et si on corrige ce problème, vous allez voir que d'ici 5-10 années, le Burkina Faso va remonter. Donc, nous nous sommes dit que voici ce que nous avons hérité, mais ça ne convient pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu, je l'ai vérifié et c'est accepté. Donc, à ce moment, après ces tant d'années, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, cette innovation, de commencer par la langue nationale et puis après acheminer vers le développement. Et comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des classes, vous avez par exemple le CP1, le CP2, ou comment ça fonctionne? Bon, déjà, dans l'histoire de l'éducation du Burkina Faso, nous avons ce qu'on appelle les écoles bilingues promues par l'Église catholique, où la langue nationale est incluse. Et aussi, nous voyons des autres écoles bilingues où ils veulent même commencer avec l'anglais dans le cycle primaire. Pour notre cas, nous avions réfléchi après l'alphabétisation. Parce que quand nous prenons les filles et les femmes qui vont dans les centres d'alphabétisation, on prend une trentaine pour la classe. On voit des filles âgées de 9 à 15 ans qui n'ont pas été à l'école. Donc, nous disons, voici des enfants qui sont jeunes, qui peuvent aussi mieux profiter de l'éducation. Donc, en testant, nous nous sommes rendus compte qu'avec la langue nationale, on peut aller plus vite. Comment ça se fait? En réalité, nous prenons le premier trimestre d'octobre à décembre pour leur donner toutes les bases de l'alphabétisation. On compacte un peu tout ce que nous avons comme stratégie, comme méthodologie, et on alphabétise l'enfant. Et ça, c'est surveillé par le personnel du MENA décentralisé dans les SEB. Ce n'est pas dans notre laboratoire seulement que nous faisons cela et puis nous sortons pour dire que nous avons trouvé la solution. Nous collaborons avec le système de l'État. Et l'État même a donc épousé, adopté, valorisé le principe que nous avons commencé en 2006 avec certains partenaires. Donc après, en janvier, nous commençons donc de les former avec les éléments des 3 années de l'école primaire. Donc le CP1, le CP2, le CE1, nous voyons ce qui est intéressant, ce qui est important, puisque l'enfant est déjà adulte, il peut maîtriser un peu les maths, et à partir du mois de mai ou juin, l'État vient évaluer ces enfants qui sont dans nos centres à Passerelle, et puis bon, l'État dit, bon, cet enfant peut aller directement au CE2 ou au CM1 ou au CM2. Nous avons soutenu plus de 3000 enfants. Plusieurs ont reçu leur certificat d'études primaires. Plusieurs aussi ont reçu leur brevet d'études. Et d'autres aussi ont reçu leur baccalauréat. Et ils évoluent dans le système formel au Burkina Faso. En 3 ans, on a fini avec votre méthode, le cycle primaire. Nous avons pris du temps pour le tester. Parce que en 3 ans, nous avons fini. On peut réduire même le coût de la formation au primaire pour ce groupe cible. Je ne dis pas d'annuler
le cycle primaire de 6 années. Mais nous avons prouvé dans la recherche et dans la thèse que j'ai soutenue qu'en 3 ans, un enfant burkinabé peut avoir son certificat et continuer son circuit scolaire. Oui, et cela permet également de pouvoir quitter l'informel et passer à l'éducation formelle, d'où ces questions de passerelle. C'est exactement, parce qu'en ce moment, bon, bien sûr, il y a des gens, il y a des jeunes qui veulent faire la littérature, l'anglais, les lettres modernes, etc. Par contre, il y en a d'autres aussi qui veulent apprendre un métier. Donc, voilà, après 3 ans, ils peuvent rattraper ce qu'ils avaient perdu en avance en économie et peut-être aussi en qualité. Oui, et de pouvoir non seulement apprendre ce qu'ils ont envie d'apprendre, s'ils ont envie d'apprendre la philosophie, les sciences, les mathématiques, l'économie, le droit, ils ont cette possibilité. C'est possible. Certains vont dire non, pasteur ou Philippe, ce que tu racontes, bah, écoutez, en 3 ans, on ne peut pas maîtriser. Mais nous voulons dessiner notre éducation à nous. Nous avons beaucoup d'enfants et de filles et de femmes qui n'ont pas été à l'école. Qu'est-ce qu'il leur faut pour avoir cette chance-là? Et bien sûr, comme ils sont adultes et puis ils sont courageux avec des initiatives, ils peuvent monter toute l'échelle. Oui, et Thomas Sankara l'a dit, le développement ne consiste pas à faire comme ce que les autres font, mais à se concevoir pour soi ce qu'on estime de mieux et de meilleur. Après avoir recherché pendant plusieurs années, je soutiens cette idée et j'encourage en tout cas les Burkinabés, ceux qui sont impliqués dans l'éducation, en tout cas suivre ce genre d'approche pour pouvoir changer la donne. Et sur le terrain, vous avez des exemples concrets? Oui, ce que je dis peut être vérifié. Vous allez aux Ondements, par exemple, et vous voyez avec les SEB qui sont là-bas, c'est eux qui nous ont aidés depuis 2006, ça a été documenté. Vous allez au ministère, il y a un département au niveau de l'innovation qu'on appelle SSAP, c'est-à-dire stratégie de scolarisation accélérée passerelle. Nous avons commencé avec ce qu'on appelle le centre à passerelle. Ça a été défini plus tard avec les partenaires Strom et d'autres. Et le Mali, le Niger et le Burkina Faso et le ministère même a mis des conseillers sur cette trajectoire. Et nous cherchons de l'argent avec des partenaires et nous continuons à accompagner l'État dans cette donne-là. Et nous avons conçu les premiers ouvrages et nous sommes en tout cas outillés. Et ce que nous disons, c'est une réalité, ça peut se vérifier. Et vous ne vous êtes pas limité que seulement à apprendre langue nationale et le français. Vous êtes allé aussi au-delà pour apprendre d'autres langues étrangères comme l'anglais, puisque vous avez soutenu votre thèse en anglais. Justement, bon, je rends grâce à Dieu parce que c'est un don de Dieu, c'est un privilège. Je ne sais pas, il y a combien de Burkinabés qui ont pu avoir mon parcours. Et justement, ça valide ce que nous concevons comme ce que nous approuvons comme la passerelle. Du moré en français, Dieu m'a ouvert la porte d'aller faire des recherches en Angleterre, à Oxford, dans un centre missionnaire qui était rattaché à l'université de Wales et qui est donc dans le cadre des universités britanniques. Et j'ai pu faire des recherches avec leur appui. Et là, je l'ai fait en anglais. Ma formation théologique aussi était en anglais. J'ai fait le diplôme avancé en théologie. J'ai fait un certificat de connaissances religieuses avec l'université de Cambridge. Et j'ai eu l'opportunité d'étudier à Oxford avec tout le bénéfice académique possible pour prouver et rechercher ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Donc vous êtes l'exemple concret, l'exemple vivant de la méthode que vous avez mis au point. Oui, je suis d'accord avec vous, pas seulement le fait que j'ai bénéficié, mais sur le terrain, nous avons des centres d'alphabétisation. Actuellement, même cette année, nous avons géré 10 centres à passerelle. Il faut chercher le financement. Nous l'avons prouvé et ça existe. Et nous soutenons cela. Avec plus de moyens, on pourrait encore atteindre d'autres régions. Et voilà. Votre thèse était fondée sur un constat, le fait qu'il y a beaucoup de filles et de femmes qui ne sont pas allées à l'école et qui ne bénéficient pas de l'éducation et de l'alphabétisation. Et votre méthode a pour intérêt de pouvoir aider cette majorité silencieuse à pouvoir sortir du silence, mais aussi à pouvoir acquérir la connaissance. Et vous avez identifié sur le terrain un certain nombre d'obstacles qui bloquent certainement l'éducation de ces filles et de ces femmes. Oui, c'est vrai, c'est reconnu. La pauvreté était d'exemple. Le poids historique, parce que à cause de ce que nous avons hérité et du fait que l'éducation même formelle ou quoi est venue au Burkina Faso en retard, alors que les pays côtiers, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Dakar, dans les côtes avaient l'éducation. Donc il y avait ce poids historique. Il y a le poids économique. Vous avez aujourd'hui dans notre tissu social où dans certaines familles, vous pouvez avoir 3, 4 femmes, vous pouvez avoir 15, 20 enfants. Et si tout le monde ne travaille pas, justement, et n'a pas de revenus, sauf
n'est pas capable de pouvoir envoyer tout le monde. D'où souvent même la discrimination d'envoyer les garçons à la place des filles. Il y a aussi le point culturel. Nous avons des cultures comme quoi bon, l'homme ne doit pas faire de telle activité, donc il ne doit pas préparer le cerveau par exemple. Et puis bon, c'est la fille qui doit tout faire, aller chercher l'eau, aller chercher le bois, venir écraser, faire tout le travail pendant que les hommes font autre chose. Il y a ce poids culturel aussi. Vu ces facteurs, c'est ça qui pèse sur l'éducation des filles et des femmes au Burkina Faso. Et vous estimez qu'on peut bel et bien participer à l'éducation de la femme pour qu'elle soit effectivement une personne responsable qui participe au développement, mais il faut bien commencer par l'éducation, l'alphabétisation, l'instruction. Ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je viens aussi du monde religieux. Je viens de la communauté évangélique. Je suis responsable au niveau des assemblées de Dieu. Et je crois que les religieux, musulmans, catholiques, protestants, la religion traditionnelle, nous devrons essayer de faire face aux obstacles que nous-mêmes nous causons pour permettre aux filles et aux femmes d'avoir accès à la bonne éducation. Parce que, bon, on peut faire l'effort pour vouloir éduquer, on peut même mettre de l'argent, mais si ces facteurs historiques, culturels, religieux, économiques ne sont pas adressés effectivement, ben, nous avons toujours des difficultés parce qu'on ne peut pas toujours compter sur l'État sur tous les problèmes. Nous devrons aider l'État et l'État peut surveiller ce que nous faisons. On ne se fonde pas sur le texte ou peut-être les fondements religieux, mais parfois pour des questions égoïstes. Bon, j'allais dire économique et culturel pour ne pas parler d'égoïsme, parce que bon, quand on n'a pas à manger, et puis bon, on a une fille de 14-15 ans, on préfère rapidement voilà, lui trouver un mari, et puis voilà, les négociations entre les familles feront que peut-être voilà, ils vont nous amener du riz ou du oui, ils viendront cultiver dans notre champ. Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est un fardeau. Est-ce que nos parents sont éduqués dans ce sens? Est-ce que nos responsables religieux ce poids économique fait en sorte que souvent certains parents prennent des décisions. Donc je pense que c'est bon qu'on les aide à comprendre, et même au niveau, parce que bon, d'autres se marient, prennent une deuxième, troisième femme pour un plaisir parce qu'ils ont eu de l'argent, mais après ils ne mesurent pas toutes les conséquences. Donc je ne sais pas s'il faut forcément pousser la religion partout. Mais bon, là où il y a la religion, nous devrons faire face à cela. Et objectivement, je vois la communauté musulmane qui fait un grand effort dans l'éducation des filles. Ces dernières années, il y a un effort qui est mis à ce niveau. Je vois la tradition qui essaie de valoriser les enfants pour qu'ils gardent la tradition. Si ce n'est qu'au niveau de la tradition, on n'aura pas certains problèmes sociaux. Mais bon, on a un peu laissé la tradition de l'autre côté. On ne connaît pas qui est responsable, qui est l'aîné, qui est responsable de la famille. Et donc, nous devrons conjuguer ensemble notre effort pour pouvoir aider les femmes et les filles à avoir une bonne éducation et contribuer au développement de la nation comme ce que font certains hommes. Oui, et vous l'avez démontré dans votre ouvrage, Vaincre les obstacles liés à l'éducation des filles. Vous dites que c'est vrai de pouvoir compter sur soi, mais aussi on peut s'ouvrir au monde, tisser des partenariats pour arriver à ce qu'on n'arrive pas à faire soi-même. Au départ, je ne voulais pas aborder le partenariat parce que ça tend comme, voilà, on fait des recherches pour chercher le financement. Mais quand on est dans l'éducation et qu'on se rend compte que l'État n'a pas tous les moyens possibles, l'État a besoin de l'argent, les ONG, les associations, voilà, tous ceux qui sont dans l'éducation ont besoin de l'argent. Et je me suis rendu compte que le partenariat était une nécessité pour moi de mentionner dans le chapitre 9. Et comme le Burkina Faso est aussi dans ce pays sahélien, en Afrique subsaharienne, où le taux d'alphabétisation est très bas, nous sommes ouverts à négocier avec d'autres personnes qui ont plus de ressources que nous et qui n'ont pas beaucoup d'analphabètes dans leur pays et qui veulent nous aider de trouver des voies et moyens. Mais ce n'est pas si facile que ça. En Europe, par exemple, le Burkina Faso ne peut pas aller directement dans certains pays pour demander un financement. Je prends l'exemple de la Grande-Bretagne. C'était conditionné de part et d'autre. Nous voyons que ces dernières années, la France même s'intéresse aux pays anglophones et dit aux pays francophones de se débrouiller ou de prendre leurs initiatives. C'est à nous maintenant de décider avec qui aller et lever les obstacles qui étaient là depuis longtemps avant nous pour que nous puissions être éligibles à ces fonds, des gens de bonne volonté pour nous aider à contribuer. Quand on prend par exemple la Grande-Bretagne, l'Angleterre, comme vous le dites, c'est vrai qu'ils sont en train de sortir de l'Union européenne avec le Brexit, même s'il y a des divergences pour ceux qui sont pour le Brexit light et ceux qui sont pour le Brexit dur. Et c'est des pays quand même, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes langues, mais qui peuvent apporter beaucoup à ce partenariat.
Oui, dans le système éducatif burkinabé, surtout au poste primaire, nous parlons de l'anglais. Souvent, nos enfants sont retenus parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances en anglais. Et quel type d'anglais nous avons au Burkina Faso? Où est-ce que nous avons reçu la formation? C'est bien que nous avons une formation à l'université. J'ai des étudiants, j'ai eu mon personnel qui est formé et qui enseigne dans nos établissements, qui ont un très bon niveau. Mais on pouvait gagner plus si on pouvait envoyer nos jeunes filles en question, aller se former en Angleterre. Bon, nous apprenons, nous avons les États-Unis d'Amérique qui ont mis des centres et d'autres aussi pays viennent mettre des centres pour leur langue. Mais bon, l'Angleterre n'est pas tellement visible dans la rue de Ouagadougou. Donc, pourquoi ne pas chercher des voies et moyens pour ouvrir, parce que bon, ils sont aussi dans cette langue, bien sûr, et c'est eux-mêmes qui ont envoyé les États-Unis. Et ils sont aussi dans la technologie. Et ils sont aussi en faveur de l'éducation des filles et des femmes. Donc, on gagnerait à sélectionner le type de partenariat qu'on pourrait avoir. Comme tout pays européen, il faut sélectionner, ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Mais bon, je crois qu'il y a une bonne volonté. Seulement aujourd'hui, en allant comme ça, ce n'est pas sûr qu'on peut trouver des portes fermées. Il faut d'abord négocier pour ouvrir ces portes, pour permettre à ce que nos jeunes aillent. Parce que bon, c'est triste quand même de voir nos jeunes qui meurent comme ça. Hein, et ils sont en train de s'arranger pour ne pas recevoir. C'est comme si on en est de trop. Vous voyez la Coupe mondiale, tout de suite, la France est fière parce que j'ai dû entendre qu'il y a près de 12 joueurs, je crois, qui ont un arrière-plan africain. Bon, mais il y a combien de personnes? On a dit dans les nouvelles aussi qu'il y a près de 600 personnes qui sont mortes dans les eaux à moins de, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois. Donc, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà. On nous voit comme des menaces. Alors que nous avons aussi une valeur, nous avons la matière grise à contribuer au développement. Et le Burkinabé travaille. Le vrai Burkinabé travaille et nous n'avons pas de problème d'incidence politique dans ce genre de choses. Je pense qu'on gagnerait à en tout cas revoir ce genre de partenariat comme nous le faisons avec les autres pays pour pouvoir avancer. Et vous accordez également, comme je le dis, un point important à l'éducation des filles, mais dans le but du développement. Parce que vous estimez que sans éducation, il n'y a pas de développement. Oui, c'est vrai. L'éducation traditionnelle, elle est bonne parce qu'il y a des gens qui se sont développés au Burkina Faso sans passer par l'éducation formelle. Je suis d'accord avec ça. Mais voilà, prenant en général nos enfants, les filles comme les femmes, ça ne savent pas lire et écrire dans leur langue, ne peuvent pas lire les signes, ne peuvent pas lire les ordonnances, ben, ils auront des difficultés. Même si elles vont auprès des microfinances pour prêter de l'argent, il faut garder les cahiers pour savoir le capital, les dépenses, l'intérêt, les taxes et tout ça pour pouvoir se développer. Donc, si nous voulons booster, nous voulons encourager l'économie du Burkina Faso, nous disons que les femmes doivent travailler, c'est elles qui nous nourrissent, il est bien vrai, mais si on les éduquait, on facilitait leur parcours comme c'est le cas des garçons, je pense que le développement pourrait aller plus vite. Je me suis rendu compte que le Burkina est une référence, le Burkina Faso a mené beaucoup d'innovations. Malheureusement, les innovations s'arrêtent avant d'être testées parce que les gouvernements passent successivement. Cette recherche a vu 4 gouvernements passer. Donc, il faut le temps pour tester les innovations et s'assurer qu'elles sont vérifiées, elles sont solides et ça peut marcher. Par exemple, ce cas de l'éducation accélérée, elle est testée et ça peut marcher. Donc, nous croyons que le Burkina Faso, qui est un modèle en innovation, est un modèle aussi pour les pays limitrophes. Et je pense que nous avons justement cette valeur ajoutée dans les ressources humaines à vendre en Afrique et dans le monde. Docteur, il nous reste 2 minutes pour terminer avec cette émission. Et je sais que vous êtes également à l'origine d'une ONG qui ne fait pas que seulement l'alphabétisation et l'éducation, mais qui travaille également pour le développement endogène, le développement participatif. Juste un mot sur vos activités en lien avec l'éducation, mais aussi avec le développement. Oui, l'AED a commencé à travailler d'une façon informelle en 1988, reconnu officiellement en avril 1992. Et depuis plus de 20 années, nous travaillons surtout dans l'éducation formelle et l'éducation non formelle. Nous avons vraiment maîtrisé cet outil-là en tant qu'acteur national. Et grâce à ça, même, nous avons pu créer 12 écoles et nous avons de très bons résultats. Actuellement, même, nous avons une école à Gampela, à la sortie de Ouagadougou, où nous sommes en tête du jury à Saba, de cette école, du centre Stafford. Donc, nous faisons l'éducation formelle, l'éducation non formelle. Nous faisons aussi récemment, et beaucoup, nous avons des centres de formation professionnelle. Quand vous rentrez à Ouaïga,
À l'entrée à Somiara, derrière la mosquée, vous voyez des bâtiments qui sont là-bas. C'est notre centre de formation professionnelle qu'on appelle Nazareth. Et là, nous avons actuellement, là, pendant que je vous parle, nous avons quatre métiers en formation de courte durée pour permettre aux gens, puisque nos élèves sont partis en congé, nous appelons les autres personnes qui sont intéressées à avoir cette formation de base pour pouvoir s'insérer. Et nous voulons même les conseiller à faire des stages et puis les accompagner à s'installer comme des opérateurs économiques. Et ce même centre de formation, nous l'avons détaché à Goulsi dans le zonement où nous avons aussi commencé des formations. Donc la formation professionnelle, il faut lier donc l'éducation formelle à quelque chose qui produit pour pouvoir manger, vendre, se marier, voilà, et puis vivre et payer ses taxes, etc. Votre méthode a servi dans l'église évangélique à enseigner la parole de Dieu, mais on se rend compte que vos activités transcendent l'Église pour embrasser toute la société, pour dire qu'il y a une vision holistique du travail que vous faites sur le terrain. Je vous admire parce que vous êtes comme un pasteur. Ce que vous avez dit, c'est correct. Nous faisons ce qu'on appelle la mission intégrale ou la mission holistique. Parce qu'à l'exemple de Jésus, il a sauvé, il a nourri, il a guéri. Donc nous ne voulons pas seulement rester dans les 4 murs de l'église, prier, faire du bruit, comme les gens croient, mais nous voulons rendre témoignage dans la société. Et voilà, c'est ce que nous faisons, et l'église des Assemblées de Dieu et les autres églises évangéliques sont très engagées dans ce sens-là. Donc c'est une façon de vivre, c'est un témoignage. Voilà, nous sommes là dans la société pour vraiment donner des services de qualité comme à l'image de Jésus. Où on peut trouver vaincre les obstacles liés à l'éducation des filles au Burkina, votre ouvrage à Ouaga et ailleurs au Burkina? Cet ouvrage existe en 2 formes. Ça, c'est ce que nous avons traduit en français, mais le texte en anglais qui a été soutenu à Oxford existe également sous ce format. Et vous pouvez les avoir à Gonguin. Quand vous allez à Gonguin, il y a une église des Assemblées de Dieu, il y a l'imprimerie des Assemblées de Dieu, il y a une bibliothèque flamme juste collée. Vous pouvez avoir ce livre-là là-bas. Ou bien au siège de notre ONG, à Pissé, derrière l'église des Assemblées de Dieu, d'Antenneville, au côté nord. C'est juste le 6 mètres qui nous sépare. Et c'est un ouvrage qui peut être utile pour tous les élèves de l'ENEP, ceux qui s'intéressent aux sciences sociales, ceux qui s'intéressent à l'économie, ceux qui s'intéressent au genre et ceux qui s'intéressent à l'éducation dans les sciences sociales. En tout cas, j'encouragerais que ceux qui veulent voir un peu comment la méthodologie a été montée pour imiter l'échafaudage donc de ces arguments, peuvent habiller leur propre thèse et défendre à l'université. Merci à vous, Dr Philippe Ouedraogo, d'être passé. Partagez le contenu de votre ouvrage avec nous, Vaincre les obstacles liés à l'éducation des filles au Burkina et par-delà la thèse originale innovante que vous avez mis au point pour l'enseignement des langues nationales, mais aussi l'éducation tout court. Merci d'être venu. Je vous remercie. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.